Bonjour à tous. On attend que tout le monde soit connecté. Si vous voulez bien patienter quelques minutes, s'il vous plaît. On va faire un test son si vous êtes présent. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Vous avez un fil, un chat sur le côté pour nous dire si vous nous entendez correctement et voyez la présentation. Merci de nous faire un petit message. Parfait, merci beaucoup. On attend encore quelques instants que tout le monde soit présent avant de démarrer, si vous voulez bien. Les 2 minutes réglementaires, si je puis dire. Un tout petit peu de patience. Le nombre de connectés monte, ça monte, c'est bien. Donc encore une fois, je disais de me répéter, mais on attend que tout le monde se connecte. Encore 1 minute et nous démarrons. Les retardataires prendront le webinaire en marche, si j'ose dire. Bien, je vous propose qu'on démarre. Merci d'être présent à ce webinaire. Avec Tokem, nous allons vous présenter donc l'application de la réforme sur la partie e-reporting à votre métier donc de gérant de station-service ou de distributeur de carburant. Je voudrais d'abord vous dire que vous pouvez poser des questions dans le fil. Elles seront traitées soit au fil de l'eau, soit à la fin. Et deuxièmement, vous pourrez disposer d'un replay sur demande. Donc, on vous enverra le lien par mail pour le replay donc, de ce webinaire que vous pourrez retransférer. Donc, il faudra juste se réinscrire sur la plateforme pour disposer du replay que vous pourrez transférer à vos collègues ultérieurement. Donc, le sujet aujourd'hui avec Vincent et moi-même, c'est de vous expliquer dans quel contexte se passe cette réforme. Donc, Vincent répondra aux questions plutôt pratiques à la fin. Comment ça se passe avec Tokem? Comment contracter? Comment fonctionner? N'est-ce pas, Vincent? Donc, Oui, tu n'hésites pas à intervenir s'il y a des points. Moi, je vais essayer de vous décrypter cette réforme en essayant d'être pas trop technique, mais parmi les présents, il y a des intervenants de toute taille, des exploitants indépendants comme des grands groupes. Donc, je vais essayer de trouver un équilibre entre les deux dans ma présentation. Donc, pour ma part, je dirige ODK, qui est une solution compatible, donc qui est partenaire de Tokem et qui fait ce travail de collecte des données et constitution de fichiers de reporting et envoie via une PA, une plateforme agréée par l'administration fiscale, le fichier de e-reporting. Accessoirement, je dirige le groupe qui fait la normalisation donc sur le e-reporting et qui définit les règles applicables à cette partie de la réforme. Donc, cette norme va être d'application obligatoire à la demande de la DGFiP qui a financé tous les travaux de normalisation. Donc, on va d'abord vous présenter le contexte général et Sylvain, ici présent, qui est notre chef produit, vous montrera concrètement après, dans une démonstration, comment se passe la collecte depuis Hermès directement jusqu'à l'envoi donc dans la plateforme agréée et comment vous pouvez intervenir sur ce sujet en traitant certains cas d'usage spécifiques. Donc, cette réforme, elle a une application donc obligatoire, vous savez, à partir de septembre 26 ou 27, selon la taille des entreprises, on y reviendra, mais le périmètre et les données attendues pour la partie B2C, c'est-à-dire vente à des non assujettis à la TVA, a été défini de la façon suivante. D'abord, il y a une partie, c'est celle qui va nous concerner aujourd'hui plutôt, B2C, que je vais détailler. Il y a une partie internationale donc, qui concerne les ventes et les achats à l'international qui sont plutôt un sujet plutôt
groupe corporate. Si vous voulez, le 6 juillet, nous faisons un webinaire avec la DGFIP, co-animé avec la DGFIP et qui est gratuit, auquel vous pourrez vous inscrire. On vous enverra le lien. Vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, assister à ce webinaire pour mieux comprendre cette partie-là, donc je n'y reviens pas. De même qu'on reprendra le sujet du reporting de paiement, mais j'explique en un mot de quoi il s'agit. Je glisserai après. Le reporting de paiement, c'est quand vous faites des prestations de services et que dans ce cas, la TVA de base est exigible à l'encaissement, en fait. Et donc, l'administration fiscale veut savoir quand vous avez encaissé les sommes parce que c'est ce qui conditionne l'exigibilité de la TVA. Donc, il faut envoyer un fichier qui s'envoie 10 jours après la fin du mois, durant lequel vous avez perçu ces encaissements. Alors, il y a plein de subtilités, on ne va pas les explorer aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet B2C. Et donc, sur le sujet B2C, il faut quand même faire une première analyse, c'est est-ce que je suis dans le B2C, justement, est-ce que je suis avec des non-assujettis à la TVA ou est-ce que je suis avec des professionnels? Dans le cas des professionnels, je dois délivrer une facture électronique parce que cette relation de vente, elle doit être documentée par une facture. Et aujourd'hui, à partir de septembre 26 ou 27, ça dépend de la date à laquelle vous devez émettre les factures, vous devez émettre des factures électroniques qui rentrent dans un cadre défini, envoyées selon des formats standardisés et qui passent par des plateformes agréées par l'administration. Donc, quelles sont les opérations qui sont concernées, que ce soit d'ailleurs pour les factures électroniques ou pour le e-reporting, B2C, c'est toutes les livraisons de biens, toutes les prestations de services, même d'ailleurs les ventes de biens d'occasion. Je ne pense pas que vous en ayez dans les stations, mais qui sait, ça peut arriver. Et derrière, évidemment, il faut se poser la question de la TVA. Tout ça est lié à la TVA et au champ d'application de la TVA, sur lequel je ne veux pas m'apesantir non plus, mais sur lequel je vous invite soit à nous poser des questions, soit à vous retourner vers vos conseils juridiques et fiscaux et experts comptables. Donc, qu'est-ce qu'on doit transmettre? Bien, en fait, vous devez transmettre, et on va se concentrer sur ce point pour le B2C, les données de chiffre d'affaires hors taxes et avec la TVA, par taux de TVA, agrégé par jour et par taux de TVA. Donc, on n'envoie pas de données personnelles et dans ce cas de e-reporting, contrairement à la facture électronique, on n'envoie pas au client pour la partie B2C d'informations. Le seul envoi qui est fait, c'est l'envoi des données donc quotidiennes qui sont agrégées par taux et par catégorie de transactions à l'État via une plateforme. Donc, au portail de l'État via une plateforme agréée qu'on peut vous apporter. D'ailleurs, c'est dans la proposition de valeur qu'on fait ensemble avec Tokem, puisqu'on a plusieurs plateformes partenaires. Donc, ça peut être aussi avec la vôtre. On sait se connecter avec la vôtre si vous en avez choisi une. Et à la différence, si vous voulez, des données de transaction et de reporting de paiement qui ont des formats un peu différents, je n'y reviens pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le flux 10.3 dans la réforme. Je vais essayer de jargonner le moins possible. Il y a ce flux, ce fichier plutôt, eh bien, il est fait à l'entête du sirène de l'entreprise. Donc, retenez que l'agrégation, elle se fait au niveau du sirène. Donc, si vous avez plusieurs établissements donc, et que vous avez en fait, des sirettes avec plusieurs lieux d'exploitation, il faut rassembler tout ça, consolider tout ça au niveau du sirène. Donc la question après, c'est qui le fait? On y reviendra tout à l'heure. Évidemment, vous le faites pour une période donnée, et cette période, c'est la journée, et on regroupe ces journées par période de 10 jours pour la plupart d'entre vous. Il faut catégoriser ces opérations, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'administration fiscale est intéressée par le fait qu'il s'agisse de services, de vente à distance ou de biens. Il y a des particularités liées à la TVA. Donc, ces catégories d'opérations, elles doivent être retranscrites dans le fichier par taux de TVA. Donc, c'est là la difficulté. C'est ce qu'on a travaillé avec nos amis de Tokem pour que vous puissiez faire automatiquement cet envoi. Donc, voilà, quand on fait un éclaté par taux, et cet éclaté par taux, il dépend de votre structure de taux de TVA. Si vous êtes en Corse, si vous êtes dans les DOM, évidemment, les taux ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il faut un tableau quelque part qui détaille les biens, les services. La marge, la TVA sur la marge, ça concerne les biens d'occasion notamment.
Et un cas particulier qui sont les ventes à distance à l'international, qui ne vous concernent probablement pas au quotidien, donc dans votre métier. Donc retenez que c'est plutôt les 2 premières lignes qui sont vraiment les points essentiels dans votre métier, les biens ou services. Alors les services, vous allez me dire: «Mais moi j'en ai pas, je vends du carburant». Bah, pas forcément, parce que si vous avez, de la réparation dans la station, si vous avez de la restauration sur place, la restauration sur place, c'est de la prestation de service, c'est pas de la livraison de biens au sens de la TVA. Par contre, si c'est de la restauration à emporter, on est dans la livraison de biens. Donc il y a des subtilités dans la qualification des opérations sur lesquelles on peut vous éclairer et sur lesquelles vos conseils peuvent vous éclairer aussi. Mais il faut absolument qualifier les opérations. Donc ça suppose que Hermès ou d'autres systèmes de caisse soient bien organisés. Et ça suppose qu'au-delà d'Hermès, si vous avez d'autres systèmes de caisse, si vous avez d'autres solutions que Tokem, parce que par exemple, la vente dans la, entre guillemets, le magasin, la supérette, ou dans le point de restauration est faite par un autre système, bah, tout ça, il faut le ramener à un seul flux, à un seul fichier, il faut les consolider en distinguant ces taux et ces différentes catégories d'opérations. Donc, à quelle fréquence on fait ça? Ça dépend de vos régimes de TVA. Et les régimes de TVA, en général, c'est en fait ce qu'on appelle le régime réel. Et vous êtes, dans la plupart des cas, c'est 90% des entreprises sont concernées par ce régime, vous êtes à la décade, c'est-à-dire que dans ces cas-là, vous devez envoyer les flux tous les 10 jours. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, comment on transmet ces informations? Vous les transmettez, soit vous faites le travail vous-même, vous le faites à partir de votre système, vous l'envoyez sur la plateforme parce que vous avez choisi une plateforme. Vous êtes connecté à la plateforme qui l'envoie à l'administration fiscale, soit vous utilisez des solutions comme les nôtres, d'où le partenariat avec Token. Parce que nous, notre métier en tant que solution compatible, c'est le jargon de la réforme. On n'est pas une plateforme agréée, on est ce qu'on appelle une solution compatible qui se connecte avec toutes les PA, les plateformes agréées, et qui se connecte avec tous les systèmes de caisse comme une pompe, un distributeur automatique de carburant peut l'être, mais aussi votre logiciel qui gère la supérette derrière, pour faire ce travail de consolidation, d'agrégation. Vous pouvez le faire à la main, hein, vous pouvez le faire sur Excel si vous voulez, si le cœur vous en dit. Vous allez vite vous apercevoir que c'est extrêmement complexe et que c'est extrêmement chronophage et que ça va être très coûteux parce que ça suppose à ce moment-là que vous allez le saisir. Vous préparez sur Excel, vous allez le saisir sur la plateforme à la main. Donc, et il faut éviter les erreurs. Parce que derrière ça, il y a le pré-remplissage de vos déclarations de TVA. Donc, ce qu'on appelle la CA3, la déclaration de TVA. À terme, fin 28, l'administration fiscale, ou début 28, on ne sait pas encore quand elle va être prête, l'administration fiscale va pré-remplir les déclarations de TVA et ça sera à vous ou à votre expert comptable ou à votre direction financière et comptable de corriger ce pré-remplissage si vous n'êtes pas d'accord avec le pré-remplissage, et il peut y avoir de bonnes raisons de modifier légèrement ce pré-remplissage. Et évidemment, s'il y a un écart entre ce qui est envoyé par le reporting et ce qu'il y a dans la déclaration de TVA, attendez-vous à des questions de l'administration fiscale et à des demandes de justification. C'est pour ça qu'il faut tout tracer et tout expliquer. Donc, si je reviens sur la fréquence de transmission, comme je l'expliquais tout à l'heure, le régime normal mensuel, en fait, c'est celui de 90% des entreprises et c'est au moins 3 envois par mois, tous les 10 jours. Donc, le 20 du mois, je vais envoyer les 10 premiers jours du mois. Le 30 du mois, j'envoie les 10 jours suivants, etc. Il y a un décalage de 10 jours dans l'envoi, mais il s'agit d'une période de 10 jours, d'où le mot décade. Donc 10 journées de recettes qui sont déjà consolidées à la maille sirène. Donc à la maille sirène, ça veut dire que si j'ai des sirettes avec des établissements, si j'ai plusieurs systèmes de caisse par établissement, je les consolide au niveau du sirette et ensuite je les consolide au niveau du sirène. Ce qui peut être complexe à faire dans certains cas. Parce que vous pouvez avoir un car wash, vous pouvez avoir le gonflage, vous pouvez avoir le chargement électrique à côté de la distribution de carburant. Le réel normal trimestriel, le régime simplifié d'imposition, tout ça va être simplifié parce que le régime simplifié d'imposition disparaît à partir de 2027 et la franchise en base, vous n'êtes pas concerné. Vous êtes concerné par la première ligne. Donc, qui est responsable de cette obligation? C'est vous qui devez faire cette reporting. Légalement, l'obligation repose sur vous. Donc, ça veut dire que vous, fournisseurs,
qui vendaient des opérations soumises à la TVA auprès de particuliers de faire ce travail donc de constitution donc du reporting. Les cas 2 et 3 sont des cas particuliers qui ne vous concernent pas forcément. Donc, ça veut dire qu'il faut faire la distinction entre les ventes B2C et B2B et éventuellement B2J, c'est-à-dire vente à la mairie du coin, aux pompiers du coin, pardon pour l'expression, donc qui viennent chercher du carburant chez vous. Et là, ça passe par Chorus Pro et le dépôt de facture à un professionnel, de dépôt de facture sur le portail public. Donc, il faut bien pouvoir éclater ces opérations, d'où le travail que nous faisons ensemble avec Token. Comment je constitue ce reporting? Eh bien, encore une fois, vous devez le faire. Vous pouvez vous appuyer sur des solutions compatibles comme les nôtres ou pas. Donc, le portail, si vous voulez, de l'administration fiscale, qu'on appelle le PPF, le portail public de facturation, c'est un concentrateur, là, tout au bout, à la fin. Lui, c'est le réceptacle de tous les fichiers. Et lui, il attend quelque chose qui est cohérent, c'est-à-dire ce que vous avez à droite de la flèche, en bas du slide, il faut quelque chose qui soit cohérent par sirène, période, type de fichier, rôle. Donc, s'il y a des choses qui se télescopent parce qu'il y a plusieurs envois faits par plusieurs plateformes et que c'est mal fait, il peut y avoir des problèmes de déclaration concurrente et de rejet. Donc, aujourd'hui, l'administration fiscale dit, par exemple, vous pouvez avoir des ventes sur e-commerce, vous pouvez les envoyer via une plateforme agréée donnée, et puis vous pouvez envoyer toutes vos ventes donc en station par une autre plateforme. Mais au bout du bout, il faut que tout ça soit cohérent. Or, parfois, on s'aperçoit dans certains métiers qu'il y a des ventes qui commencent sur une plateforme de e-commerce et qui se terminent sur la vente en magasin. Donc, au niveau de vos systèmes, quels qu'ils soient, que ce soit les caisses, le e-commerce, autres systèmes, il faut avoir une couche finalement qui consolide tout ça, qui qualifie les opérations entre le B2B, le B2J, le B2C, et qui évite les doublons. Donc, et qui transmet à une plateforme agréée. Et c'est mieux d'avoir une plateforme agréée dédiée pour ça, parce que ça évite le télescopage entre les différentes sources. Donc ça, c'est le métier de ODK. Et c'est pour ça qu'on connecte plusieurs systèmes, y compris d'autres systèmes qui ne couvriraient pas ce que couvre RMS dans certains cas. Donc, on va collecter les données. Donc, ça pourrait partir du Zen, sauf que le Zen ne contient pas forcément toutes les opérations utiles pour faire ce e-reporting, puisqu'il y a ce sujet de catégorisation des opérations. Et il faut aller parfois jusqu'au détail dans le ticket, parce que vous pouvez dans le ticket avoir à la fois du bien et du service. Et donc, on fait des vérifications, il y a un certain nombre de contrôles à faire, des corrections, parce que parfois, il y a des événements qui font qu'on corrige a posteriori ces informations. On met au format du fichier attendu par l'administration ces données et elles sont envoyées via une PA agréée, donc à la fréquence qui est prévue. Donc, oui, vous pourriez faire ça à partir de la comptabilité si votre système est complètement calibré pour ça et que vous êtes capable de décomposer toutes les opérations jusqu'au détail de chaque ligne d'opération qui ont constitué le fichier pour pouvoir faire des corrections a posteriori si jamais c'est nécessaire, sur lesquelles je vais venir, et que vous êtes capable de justifier toutes les opérations. En fait, le problème, c'est que bien souvent, les écritures comptables dans vos systèmes, elles sont agrégées au niveau mensuel et que c'est déjà un niveau trop consolidé, donc qui ne permet pas d'avoir tout ce détail et qui n'est pas calé sur la fréquence de 10 jours. Donc, ça ne permet pas bien souvent de pouvoir constituer le e-reporting. Et au bout du bout, on se retrouve avec des écarts entre ce que vous allez vouloir envoyer et ce qu'en fait vous allez vouloir déclarer dans la TVA. Donc, dès qu'on peut se baser sur le Z de caisse, c'est une possibilité, mais c'est souvent trompeur en pratique. Donc, ça ne permet pas de distinguer toutes les opérations. Particulièrement, il y a ce sujet de distinction entre transactions donc, portant sur des biens et celles qui portent sur des services. Donc, il y a des raisons qui font que justement c'est complexe parce que vous pouvez avoir des bons. On va voir le cas des bons. Après, il y a plein d'autres cas qui vous concernent moins, mais il y en a un qui peut être les consignes, qui ont certaines particularités. Quand vous avez des bouteilles de gaz, il y a plusieurs modes de consignes qui sont à gérer et il y a le problème des retours, enfin des avoirs. Et puis, vous avez le cas qu'on rencontre dans certaines stations du multivendeur. Le multivendeur, c'est que sur un même ticket, il peut y avoir 2 sirènes. On a même un cas en cours de discussion où on a 3 sirènes.
Et donc, la question, si vous avez un acheteur professionnel, qui va faire la facture? Donc si en face, j'ai un acheteur qui réclame une facture, qui a un cas déjà sur lequel je vais revenir. Mais déjà, au niveau du reporting, qui déclare quoi? Entre le B2C et le du fait du e-reporting? Bah, ça dépend si vous êtes en quel est le mode d'exploitation? Sur la station, dodo, codo et cetera. Je ne vais pas faire tous les détails des modes d'exploitation, mais ça dépend de vos modes d'exploitation. Donc et là, il faut faire une analyse ensemble de qui déclare quoi, parce qu'il peut y avoir plusieurs déclarants de plusieurs flux. Donc, pour les petites stations, ça va être plutôt simple, je pense, mais pour les stations plus complexes, il y a une analyse parce que vous avez plusieurs prestations, plusieurs biens vendus. Donc, il faut vraiment faire ce travail de qualification. Rassurez-vous, ça peut être assez rapide parce qu'on commence à avoir le réflexe avec nos avis de token, mais interrogez-nous. Donc, c'est ce que je disais, il peut y avoir des exploitants multiples. Il y a le problème des cartes carburant qu'il faut sortir de ce que vous envoyez du e-reporting, parce que la carte carburant, c'est quoi? C'est une facturation qui est faite à une société qui vous achète le carburant et qui le refacture à son client titulaire de la carte. Donc voilà, en théorie, c'est ça, on le sort des ventes de Hermès. On a prévu avec Vincent, avec toute l'équipe de Token, de on a simplement des analyses plus fines à faire parce que parfois, il y a des modèles économiques légèrement différents sur les cartes carburant. Il y a la problématique quand vous avez des stations où vous avez aussi des recharges électriques. Voilà, c'est le mode d'exploitation qui est aussi variable. Et en fait, derrière la borne, il y a peut-être un exploitant qui achète lui-même à un fournisseur, etc. Il y a des cartes d'abonnement. Là, il y a une analyse fine à faire parce que la question à chaque fois, c'est de savoir qui facture à qui exploite quoi, pour savoir qui va déclarer. C'est ça la question de base. Qui va déclarer le e-reporting? Qui va faire une facture à un professionnel s'il le faut? Et quand il s'agit de bouteilles de gaz, eh bien, il faut bien savoir, parce que ça peut être un mandat de dépôt-vente, qui encaisse quoi et qui est redevable de la TVA. Vous voyez, dans certains cas, il faut faire un peu de travail d'analyse, mais souvent dans les stations, c'est plus simple que ça. Et puis, je vous donne toute la multiplicité des cas parce que je m'adresse aussi bien à des grands acteurs qu'à des petits. Vous avez des bons, hein, des coupons, et le problème, c'est quand vous avez un coupon qui est émis par une station ou un émetteur et qui peut être utilisé dans une autre station. Donc là, il faudra faire attention à la façon dont ça se passe. Donc, retenez simplement que le reporting, c'est quelque chose qui est une information envoyée à l'administration, qui est indispensable. Si vous ne le faites pas, vous êtes sanctionné, qui permet à l'administration de faire des contrôles, qu'on peut corriger jusqu'à une certaine période et même a posteriori dans certains cas, on va voir ça, mais que la vérité fiscale, c'est la déclaration de TVA. Et donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer de plus en plus de rendre ça cohérent avec la déclaration de TVA. Donc, ce que dit la DGFiP, elle est consciente que ça va être compliqué au début. Et là, je voudrais vous rassurer. On sait bien que sur la période 26-27, les petites stations qui vont être émettrices en septembre 27, les grandes stations en septembre 26, elles vont avoir un temps d'adaptation. Donc, ce temps d'adaptation, on est conscient, elle ne va pas vous sanctionner tout de suite. Mais là où elle va vous sanctionner, c'est si vous n'avez pas choisi de plateforme de réception des factures de vos fournisseurs, donc de votre fournisseur de carburant pour commencer. On peut en parler à la fin de ce sujet et vous expliquer comment on peut faire. Et puis deuxièmement, si vous n'avez pas émis un fichier, même s'il n'est pas parfait au début, pour le e-reporting, et éventuellement pas transmis de facture. Donc, je rappelle les règles d'application de la réforme. Septembre 26, tout le monde doit pouvoir recevoir des factures électroniques des fournisseurs de grande taille, c'est-à-dire grandes entreprises, établissements, entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire plus de 149 personnes salariées ou plus de 50 millions de chiffre d'affaires ou plus de 43 millions de total de bilan d'actifs ou de passifs. Donc, c'est ça les critères qui font qu'on est qualifié de grande entreprise ou de TI. En dessous, on est qualifié de PME ou de TPE et donc dès 26, on doit pouvoir recevoir les factures des grands, mais on n'émet qu'à partir de 27 septembre
les fichiers de e-reporting et les factures électroniques. Voilà la nuance. Tandis que les grands doivent émettre le e-reporting des 26. Donc, comme je disais, c'est potentiellement corrigible, ce flux. Donc, et s'il y a une correction, c'est par exemple parce qu'il y a une erreur. Il y a eu un flux erroné. Il peut être, on n'a pas déclaré assez, on n'a pas assez déclaré. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la correction, en fait, elle n'écrase pas le premier fichier. C'est juste des écritures de correction, entre guillemets, des flux de correction négatifs ou positifs pour qu'on arrive à la TVA, en fait, exact. C'est qu'on va rajouter ça à ce qu'on a déjà envoyé. Par contre, il faut le faire. Donc ça, on le gère, nous, dans le portail. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire si vous vous contentez de prendre le Z de caisse et de l'envoyer, parce que vous n'avez pas le détail des opérations antérieures. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête pour pouvoir faire cette correction. Et donc, ça, c'est notre travail que de faire ça et de vous aider à le faire. Donc, pourquoi vous pourriez avoir à le faire? Vous avez oublié une vente pour X raisons. Il y a eu une erreur, il y a eu une interruption, il y a eu des blocages sur la caisse et puis le délai était passé pour envoyer le flux de e-reporting. Bah, à ce moment-là, on peut faire un flux rectificatif. Voilà. Donc, encore une fois, on n'écrase pas, on fait des flux correctifs. Donc, attention à ces points-là. Je passe rapidement là-dessus. Je voudrais revenir sur un point, les bons cadeaux, parce que souvent, vous en avez. Bah, la plupart des bons cadeaux, en fait, ce sont des bons, ce qu'on appelle à usage multiple. C'est-à-dire que c'est un bon qui me permet d'acheter plusieurs choses ultérieurement chez moi, tant qu'à faire, et qui, en fait, peuvent conduire à acheter des articles avec plusieurs taux de TVA. Donc, à ce moment-là, on va vraiment qualifier l'opération au plan de la TVA quand l'opération de vente est faite et non pas au moment de la vente du bon. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que les choses se passent et là, c'est considéré comme en fait un moyen de paiement, ce bon à usage multiple. Donc, c'est au moment où l'opération se fera. C'est plus simple, entre guillemets, si c'est un bon à usage unique qui est assimilé à une seule vente, parce qu'on sait déjà quelle est la TVA donc, qui va concerner l'opération. Et là, tout est balisé. C'est comme une vente. Là. Voilà. Il faut bien distinguer ces deux cas. On pourra revenir sur ce cas en détail. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ces aspects-là, on doit les gérer et on sait les gérer, mais il faut simplement qu'on sache quel type de bons et quelle situation vous avez. Et en plus, si c'est des bons qui sont communs à plusieurs stations qui ont des sirènes différents, derrière, vous avez des refacturations intra-groupes qu'il faut qu'on ait en tête à gérer. Voilà. Donc, en pratique, tout ça, on va revenir dans le concret maintenant et voir comment ça se passe à travers la démonstration que va nous faire Sylvain. Bon, quand vous avez un seul système, c'est Hermès, c'est EKM, c'est simple. Et ça, c'est l'avantage du partenariat. On vous amène quelque chose de clé en main qui gère tout, y compris on vous amène la plateforme de e-reporting, si vous le souhaitez, qui va tout faire. Et qui est testé, parce qu'on est partenaire de plusieurs plateformes qui travaillent avec nous, qui font le flux d'envoi, testé avec le portail public de facturation, avec l'État. C'est des tests qui sont en train de se faire avec Tokem aujourd'hui, donc ça veut dire que vous serez prêt pour la rentrée ou pour septembre. Donc, je dirais que c'est plus que, c'est pas du virtuel, c'est un POC testé. Voilà. Si vous avez d'autres systèmes, il faut qu'on les connecte. On sait connecter les différents systèmes de caisse. Ça peut être plus ou moins complexe suivant les systèmes et leur ancienneté. Quand c'est des vieux systèmes, ça prend un peu plus de temps que quand c'est des choses qui sont assez modernes, qu'on connecte par ce qu'on appelle des API, qui sont une manière récente de connecter les systèmes de caisse. Vous pouvez faire tout ça manuellement, mais c'est extrêmement chronophage et c'est source d'erreurs et vous risquez des pénalités et des amendes. Donc, et le point clé, c'est qualifier les données en amont pour que ça se passe bien. Et si vous voulez, on peut vous accompagner pour faire un petit état des lieux pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, si je prends un hypermarché ou un supermarché, il y en a plusieurs présents, la centrale vous impose une PA, on peut se connecter à la PA. La centrale ne vous impose pas une PA, vous êtes indépendant, vous voulez choisir une autre PA parce que vous n'êtes pas obligé, pour ces travaux de e-reporting, de passer par la PA que vous impose la centrale. C'est toujours
le redevable, l'entreprise qui choisit les modes d'émission et des plateformes, donc les modes d'envoi. Donc ça peut être une plateforme indépendante de celle de la centrale et qui connecte tous vos systèmes différents. Voilà. La centrale vous impose une PA pour vos relations en achat, vente, pour vraiment ce qui concerne la centrale, mais pour le reste, vous pouvez passer par une solution où la centrale collabore avec nous et tout va bien et ça se passe facilement, je dirais. Voilà, il y a plusieurs configurations possibles. Donc, au final, retenez un message. Vous pouvez partir de la compta, mais je ne vous le conseille pas parce que ça pose beaucoup de problèmes et vous ne pourrez pas corriger tous les événements. Donc, et c'est bien le sujet de fond de la conformité parce que à terme, quand ça va vraiment progresser, tout ça, fin 27, il faudra s'attendre à des demandes de contrôle s'il y a des écarts et des contrôles fiscaux. Voilà. Et justement, il faut éviter les doublons et c'est tout le problème du choix des plateformes et des partenaires pour éviter que tout ça se télescope. Donc, notre rôle, c'est faire ce travail d'orchestration avec Tokem et avec d'autres pour vous préparer tous les flux correspondants. Donc, voyons maintenant la dimension un peu bâton, malheureusement, les règles les sanctions, avant de passer à la démo. Donc, il y a des sanctions. Donc, à chaque obligation, il y a des sanctions, malheureusement. Si vous n'émettez pas des factures entre professionnels, donc, eh bien, à ce moment-là, des factures électroniques, il y a des sanctions. Si vous n'envoyez pas le e-reporting, il y a des sanctions. Sur la partie facture électronique et vos obligations d'émission, dans le cas où vous avez un acheteur professionnel, Sylvain va y revenir en détail. Le mieux, c'est de vous montrer comment ça se passe, c'est-à-dire en fait transformer un ticket en facture, ou bien il y a la question de la facture récapitulative qui reprend toutes les ventes d'un mois parce que vous avez un client en compte. Sur le reporting, on vient d'évoquer comment ça se passe, mais la sanction, c'est si vous avez un reporting qui n'est pas complet, il y a des erreurs, il y a des rejets, la transmission est manquante, là, vous aurez aussi des sanctions. Donc, pour les factures, d'abord, il y a des mentions à mettre sur les factures qui sont obligatoires. Il y en a une vingtaine à 25. C'est déjà le cas, en fait, aujourd'hui, fiscalement. Par contre, c'est lors des contrôles fiscaux que ça se voit. Aujourd'hui, vous n'avez pas tous des contrôles fiscaux. Ce qui change la donne, c'est que là, tout est envoyé informatiquement, donc l'administration peut tout voir, malheureusement. Et donc, c'est là où il faut être extrêmement attentif parce que tout ça, c'est des messages informatiques. Donc, si vous ne mettez pas ça sur vos factures, le risque, c'est 15 € par omission. Donc, c'est assez facile à calculer. Donc, voilà. Deuxièmement, si vous n'avez pas émis de facture, il y a des sanctions qui sont de l'ordre des montants. Ça peut être 50% du montant. Mais en fait, au-delà de ça, ce qui nous concerne surtout, si vous n'envoyez pas la facture en format électronique, vous avez 50 € de sanctions par facture. Donc, ça va vite. Donc, parce que l'obligation, c'est en face de moi, j'ai un acheteur qui est soumis à la TVA et je suis soumis à la TVA, je dois lui envoyer une facture électronique. Donc, si quelqu'un vous demande une facture et que c'est un professionnel et qu'il a la TVA, il faut normalement lui envoyer une facture électronique. Alors, l'administration est consciente que dans les premiers mois, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, je pense qu'en 26, il ne va pas y avoir de sanctions, mais plutôt des rappels à l'ordre. Fin 27 et pour les grands, à partir de la moitié de 27, oui, si, ça va venir. Et la partie e-reporting, c'est pareil, vous n'envoyez pas le fichier de e-reporting tous les 10 jours, c'est 500 € par transmission de des cadres qui est omise ou qui a des erreurs. Donc, alors, il y a des plafonds, c'est 15 000 €, mais je pense que malgré tout, c'est un plafond par sirène. Malgré tout, vous n'avez pas envie d'avoir ce 15 000 € et puis le payback, le retour sur investissement à se mettre en conformité et pas se faire remarquer, je pense qu'il est immédiat. Parce que si vous avez une sanction où vous vous faites remarquer, de toute façon, vous aurez un contrôle. Donc, attendez-vous à ça. Donc, je vais récapituler les textes derrière. Vous avez tous les éléments et bien sûr, ces slides seront disponibles avec le web. Ils seront disponibles dans le replay. Vous aurez tout ça via le replay. Voilà, je pense que au-delà de ce grand discours, il faudra répondre à vos questions et je vous propose à Sylvain, si tu veux prendre la main, de faire la démo et tu vas parler de ce sujet de transformation du ticket en facture, notamment. Oui, bonjour à tous. Moi, effectivement, je vais vous montrer notre produit et son fonctionnement et surtout ce qu'il va vous apporter au niveau facilité. Donc, normalement, là, vous devez voir à l'écran déjà, vous devez être sur la plateforme ODK que vous devez voir à l'écran. Donc, cette plateforme ODK, c'est un produit qui va s'interfacer entre le système Hermès
ou un système de caisse enregistreuse, puisque, comme disait Marc, vous pouvez aussi avoir dans votre station d'autres systèmes de caisse. Si vous avez un point chaud qui fait boulangerie, viennoiserie, ainsi de suite, ou de la petite restauration, ou différentes solutions, bah, soit c'est saisi sur Hermès si vous avez une petite station, mais si vous avez une grande station, généralement, vous avez un système de caisse qui va être dédié à ces produits. Donc, la solution, effectivement, c'est de passer par un produit intermédiaire qui va récupérer les données de caisse, les transformer pour gérer ce fameux fichier reporting et les mettre à la disposition de la plateforme agréée qui va, elle, les transmettre à la DGFiP. C'est le cheminement classique du flux de données qui est attendu par la DGFiP. Donc, notre solution, nous, s'appelle ODK. Elle est interfacée. C'est une solution en SaaS. Donc, SaaS, tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un produit qui est accessible depuis Internet. C'est un produit que vous avez et vous pouvez accéder à la solution que vous ayez un smartphone, une tablette ou un ordinateur. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, toutes les données sont dans le cloud et vous pouvez du coup les récupérer même si vous êtes à distance. Lorsque vous démarrez ODK, vous arrivez sur cette plateforme, vous avez un état des lieux, un tableau de bord de votre station. Vous allez avoir les chiffres d'affaires, un suivi de chiffre d'affaires, de fréquentation, de vente par produit, les transactions, les TVA et ainsi de suite. Vous allez avoir toutes ces données qui vont s'afficher. Ça permet d'un coup d'œil rapide de voir où en est le fonctionnement de la station et les chiffres d'affaires. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie ici ticket facture, où vous allez remonter instantanément toutes les données qui sont saisies sur votre système de caisse. Donc là, alors j'ai pas de caisse Hermès, hein, j'ai une caisse toute simple du marché où j'ai un programme de boulangerie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une boulangerie, un restaurant, enfin n'importe quoi. Donc je vais saisir des ventes sur ma caisse que j'ai sous les yeux. Je vais vendre 2 baguettes, par exemple, que je vais encaisser en espèces. Et instantanément, ce ticket va remonter sur la plateforme. On va le voir ici. Vous voyez, voilà le ticket que je viens de saisir avec les 2 baguettes qui sont remontées instantanément. Tout ça, au fil de l'eau, au fil de la journée, toutes les données, toutes les ventes que vous allez effectuer sur votre système va remonter instantanément. Et en fin de journée, vous allez faire votre opération de clôture, ce qu'on appelle le Z généralement. Et lorsque vous allez faire le Z, votre système d'encaissement va également nous envoyer les archives, les archives fiscales, les archives de données du système de caisse qu'on va récupérer. Et par recoupement des tickets qu'on a eu dans la journée et de ce Z, on va être capable de générer le fameux fichier e-reporting dont vous parle Marc depuis tout à l'heure. Ce fichier reporting, vous voyez, ils sont là. On a les fameuses décades, les reportings de transactions qui sont donnés par dizaines de journées. Donc, vous voyez, là, du 1 au 10 juin, du 11 au 20 juin, et là, celui qui est en cours de constitution, du 21 au 30 juin. Si je vais regarder le détail de ce fichier-là, on voit que la journée du 21, c'était un dimanche, j'étais fermé, donc il est à 0. Par contre, la journée d'hier, du 22, elle a bien été remontée. Et la journée du 23, elle est en rouge parce qu'elle n'est pas encore remontée, puisque c'est la journée en cours. Ça, à partir de minuit, j'aurai les données qui seront visualisées, qui seront directement enregistrées dans ce système. Je peux aller voir automatiquement le journal de caisse. Vous voyez, je prends celui d'hier où je vois justement l'ensemble des tickets qui ont été faits. Là, j'ai un ticket de 35 € par exemple. C'est un gâteau qui a été saisi. Donc, j'ai l'historique de tous les tickets qui sont enregistrés, ce qui me permet de générer mon fameux fichier e-reporting. Ce fichier e-reporting, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être constitué au fil de l'eau. Si je retourne dans le visuel de mes fichiers reporting, vous voyez ici, j'ai un code couleur qui me permet de savoir où j'en suis. J'ai tous ceux qui ont été envoyés à la DGFiP qui sont en vert parce qu'ils ont été acceptés par la DGFiP. La DGFiP a envoyé un accusé réception en disant « Ok, il est conforme, il est bon, je l'enregistre. » Donc, le fichier va s'afficher ici de cette façon-là. Si on veut regarder le détail, c'est toujours pareil. De la même manière, on a les 10 journées qui constituent le fichier reporting, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure qui était en cours de constitution. Si je veux regarder la journée du 10, même chose, je peux aller voir toutes les données, toutes les transactions qui ont été faites sur la journée du 10 et je peux visualiser les tickets
Donc, j'ai vraiment la donnée d'origine qui me permet de générer mon fameux fichier reporting qui va me permettre de dissocier, ce qu'on disait tout à l'heure, les prestations de services, des ventes de biens, des produits vendus avec la TVA sur la marge, de la détaxe s'il y en a. Tout ça, ça va nous permettre de le générer. Et surtout, en ce qui vous concerne, qui est quand même extrêmement important, les cartes carburant, puisque la carte carburant, vous la saisissez sur la caisse, quelque part, la transaction est saisie sur la caisse et est considérée comme encaissée sur la caisse, sauf que bah, ce n'est pas une transaction qui doit rentrer dans votre e-reporting, puisque c'est une facturation interne qui vous sera reversée après. Donc, ce n'est pas une vente à un particulier, c'est une vente à un professionnel. Donc, tout ce tri de données va être fait par ODK pour vous générer un fichier e-reporting qui soit conforme, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Maintenant, ce fichier reporting, au fur et à mesure de sa conception, nous, par recoupement, comme je vous disais, on recoupe un certain nombre de données, on peut voir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs qui ont été générées. Donc, dans ce cas-là, vous avez une alerte comme quoi il y a une erreur. Votre expert comptable ou la personne qui s'occupe de votre comptabilité peut être prévenu également de cette erreur. C'est possible, hein, c'est un paramétrage dans le système. Et du coup, on va vous demander de corriger cette erreur. Donc évidemment, cette erreur, comme disait Marc tout à l'heure, il faut la corriger avant le délai d'envoi, le délai de 10 jours. C'est-à-dire que les données qui sont collectées du 1er au 10 du mois doivent être envoyées avant le 20. Les données qui sont collectées du 10 au 20 doivent être envoyées avant la fin du mois. Et celles qui sont collectées du 20 à la fin du mois doivent être envoyées avant le 10 du mois suivant. Ça, c'est la règle qui est imposée par la DGFiP. Donc ces données-là doivent être corrigées avant pour envoyer votre fichier reporting. Sinon, si elles sont corrigées après, eh bien, on enverra un fichier reporting rectificatif qui remplacera en fait le fichier reporting d'origine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que systématiquement, il faut obligatoirement envoyer quelque chose avant la fin du délai, c'est-à-dire les 10 jours de délai qu'on a après la fin de la période. Il faut envoyer absolument quelque chose. Donc, même si vous n'avez pas corrigé la journée qui est en erreur, nous, dans tous les cas, on enverra les données qui sont bonnes, qu'on a considérées comme bonnes. Elles seront envoyées dans le fichier initial. Ici, vous voyez, j'ai une journée qui est en rouge, qui est à 0. Ce n'est pas normal, puisque de toute façon, nous, on gère les jours de fermeture. Donc, on sait s'il y a des données qui sont attendues ou pas. En plus, on va gérer également les numéros consécutifs de tickets. Donc, s'il y a un saut de numéros consécutifs, on va s'en rendre compte. Et on va dire qu'il y a des données qui ne nous ont pas été mises à disposition. Et donc, on a une erreur, on a une non-conformité. Donc, on vous prévient qu'il y a une erreur et on vous demande de corriger. La correction va se faire simplement, il suffit d'aller dans le tableau et de saisir manuellement les données de TVA par prestation de service, par livraison de biens, par produit d'occasion, la détaxe s'il y en a eu, et ainsi de suite. Quand on regarde bien toutes ces données que vous avez là, c'est celles que vous devez saisir tous les jours. Je dis bien tous les jours, hein, ce n'est pas tous les 10 jours, c'est tous les jours. Vous devez saisir ces données-là si votre système de caisse n'est pas capable de générer le fichier reporting. C'est un travail énorme. Donc, vous devez saisir toutes ces valeurs. Bon, moi, évidemment, là, elles sont saisies automatiquement puisque c'est un automate hein, qui vous montre le système d'erreur. Mais sachez que vous devez détailler dans chaque case les données jour par jour. Donc, je valide cette correction. Du coup, ma journée du 9 a été corrigée et à partir de là, je vois que mon fichier, lui, a été modifié. Maintenant, il est conforme et il sera envoyé à la date voulue à la DGFiP. Donc, tout ça, toutes ces données-là, nous permettent de générer notre fichier reporting. Vous voyez, le fichier reporting qui va être généré au fur et à mesure des journées et qui sera envoyé à la DGFiP. Ça paraît simple comme ça, mais c'est un gros travail de constitution et de génération. Maintenant, là, on a vu la partie reporting où ce sont toutes les ventes B2C, c'est-à-dire de professionnels, c'est vous le professionnel, vers un particulier, le particulier qui va être votre client, mais vous avez également la gestion de toutes les ventes B2B, c'est-à-dire où vous êtes le professionnel et vous allez vendre des produits à un autre professionnel. Aujourd'hui, comment ça se passe en station? Quand on a un professionnel, généralement, il prend son ticket de caisse et il va le passer en comptabilité au niveau de son entreprise. Vous avez quand même beaucoup de clients professionnels dans les stations-service. Il y a beaucoup de professionnels qui se déplacent, qui font des notes de frais, aussi bien pour le carburant que pour ce qu'ils vont acheter dans la station, s'ils achètent des essuie-glaces, de l'huile ou n'importe quoi, ou même s'ils prennent un petit déjeuner ou s'ils vont manger chez vous, ils vont même un sandwich, ils vont vous demander un ticket pour passer ça en note de frais.
Eh bien, à partir du moment où la réforme sera mise en place, le client ne se contentera plus de ce ticket de caisse pour le passer en comptabilité, puisque toutes les factures qu'il passera en comptabilité pour récupérer sa TVA devront être des factures électroniques. Donc, c'est des factures qui passeront par votre PA d'émission et qui iront vers la PA de réception du client. Et donc, on va vous demander des factures électroniques. Les clients au comptoir vont vous demander des factures électroniques. Une facture électronique, c'est une facture conforme avec un certain nombre de mentions. C'est-à-dire que les mentions qui sont nécessaires, c'est que le client, vous allez devoir indiquer le numéro de sirène de son entreprise, le numéro de TVA intracommunautaire de son entreprise et sûrement ce qu'on appelle un code suffixe. C'est un code qui va permettre d'envoyer dans la bonne boîte au niveau de la PA de réception pour que ça aille, pour que cette facture aille dans le bon service. Donc, ce code suffixe, c'est un code qui peut aller jusqu'à 100 caractères. Tout ça, c'est quelque chose que vous êtes censé saisir en caisse pour pouvoir envoyer cette facture électronique au client, à sa société. La difficulté de ça, c'est que le temps de saisie en caisse d'une vraie facture, bah, ça va vous bloquer la caisse pendant ce temps-là. Et vous allez créer du mécontentement pour tous les clients qui sont derrière, qui attendent. Donc, il faut absolument trouver une solution pour que ça soit fait rapidement et en dehors du système de caisse. Sans oublier que votre station, vous avez peut-être des automates où vous allez être fermé à partir d'une certaine heure. Et donc, le client qui vient se servir de l'essence la nuit, bah, s'il a besoin d'une facture, il ne va pas repasser le lendemain à la station en vous disant j'ai tel ticket, j'ai besoin d'une facture. Ce n'est pas possible. Si ça se trouve, il sera à 500 km d'ici là, donc ce n'est pas possible. Il faut absolument amener une solution qui va permettre de transformer le ticket note qui sert aujourd'hui à faire la note de frais en une véritable facture qui sera envoyée de l'APA d'émission à l'APA de réception, ce système de facture électronique. Donc la solution que nous, on a trouvée pour ça et qui va permettre de faciliter les choses, c'est que tous les tickets de caisse que vous allez générer au niveau de votre système instantanément, et bien ces tickets de caisse, dans le système Hermès, ça va afficher un QR code sur l'afficheur client et ça va également l'imprimer sur le ticket de caisse qui est édité par la caisse et qui est édité également par le distributeur automatique sur la piste, donc pour le client qui va passer à minuit. Systématiquement, ce QR code sera imprimé. Et quand le QR code, là, je vais le faire sur ma caisse de boulangerie, hein, je vais taper des viennoiseries, par exemple 10 croissants au beurre que je règle en carte de crédit. Et moi, en tant que professionnel, j'ai besoin d'une facture. Donc, du coup, le QR code, je vais le scanner avec mon smartphone. Donc, du coup, je ne vais pas bloquer la caisse. Je scanne ce QR code et du coup, je vais vous montrer la visualisation de mon smartphone sur l'écran. Vous l'avez là sur la partie droite. J'ai ici mes 10 croissants que j'ai pris, que j'ai réglés en carte bleue. J'ai récupéré le ticket via le QR code qui a été imprimé sur le ticket ou qui était sur l'afficheur de la caisse. Et à partir de là, j'ai la possibilité, j'ai un petit bouton ici, Facture X. Facture X, c'est un des formats qui est préconisé pour la facture électronique. Donc, quand je vais appuyer sur Facture X ici, moi, en tant que client, donc je ne bloque pas votre caisse, hein, je suis le client. À partir de là, je vais sélectionner la société qui va devoir être facturée et qui devra recevoir cette facture sur sa PA, puisque je peux très bien travailler pour différentes entreprises. Je vais dire que c'est ODK et à partir de là, je vais demander la génération de cette facture. Et cette facture va être générée automatiquement depuis votre plateforme à vous au niveau de la station, va être envoyée à la plateforme de réception de l'entreprise ODK. Et du coup, ça va générer une facture électronique. Et toujours, comme je vous disais, ça ne va pas bloquer le système de caisse au niveau de la station. Vous n'allez pas créer de mécontentement. Et si c'est un client qui passe à minuit, il pourra le faire au niveau du distributeur automatique. Donc, vous voyez, la facture est générée automatiquement. C'est fait, elle est conforme et le client est content puisqu'il a récupéré sa facture. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça s'est fait aussi rapidement? Tout simplement parce que le client, à force de passer dans les stations-service ou dans des magasins qui utilisent ODK, eh bien, il a téléchargé l'application ODK sur son smartphone et il s'est enregistré dans cette application pour ne pas avoir à retaper systématiquement ses données de sirène, de numéro de TVA intracommunautaire,
le fameux code suffixe ou code routage qui sera nécessaire dans certains cas. Je vais vous montrer comment ça a été fait. Ici, sur l'application du client de son smartphone, il a créé son profil. Il a un profil personnel qui a été enregistré. Ensuite, son profil professionnel avec les différentes entreprises pour lesquelles il peut travailler. Donc, si on regarde ODK, par exemple, au niveau de l'entreprise ici, on a le numéro de sirène, le SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire et toutes les données qui sont obligatoires qui doivent figurer sur une facture. Il y a également les données complémentaires, les informations complémentaires avec ce fameux code routage ou ce code suffixe. Toutes ces données-là sont vérifiées lorsqu'elles sont enregistrées dans la base INPI des entreprises et également dans l'annuaire du PPF, l'annuaire des PA, des différentes plateformes. Donc, on va vérifier que ce sirène et ce code routage sont bien liés à une PA pour que la facture ne revienne pas en erreur. Et à partir de là, le client est enregistré et à chaque fois qu'il fera une demande de facture, ces données-là seront vérifiées pour voir si la société est toujours enregistrée. Maintenant, lorsque vous avez affaire à un client qui passe pour la première fois en station et qui va demander une facture pour la première fois et qu'il n'est pas enregistré, qu'il n'a pas téléchargé l'application ODK, eh bien, ce n'est pas grave. Lorsqu'il va lire le QR code, ça va ouvrir une page web sur son smartphone, comme n'importe qui peut accéder à Internet sur son smartphone. Ça va lui offrir une page web avec le ticket de la même façon, mais lorsque le client va appuyer sur Facture X, ça va lui demander les coordonnées de son entreprise, donc son sirène, son numéro de TVA intracommunautaire, le fameux suffixe ou code routage, les coordonnées de l'entreprise, et à partir de là, de la même façon, ça va demander la génération de la facture au niveau de votre plateforme chez vous de station, et ça va envoyer la facture ensuite à la plateforme du client. Ça sera fait automatiquement et il n'y aura pas de souci de blocage de caisse. Comme je vous dis, la station ne sera pas bloquée le temps de générer une facture, ce qui demande normalement, si vous le saisissez avec un outil de facturation, ce qui va vous demander 2-3 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, c'est que cette facture qui va être émise, vous n'aurez pas une double collecte de facturation. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander la TVA pour cette facture et la TVA pour le ticket, puisque la TVA va être collectée au niveau du e-reporting, c'est-à-dire au niveau de la caisse, au niveau de la station et de la caisse enregistreuse. Donc, ça sera pas, il n'y aura pas une double TVA. C'est quelque chose de tout à fait conforme. Il y a une liaison qui est faite entre le ticket et la facture. Donc, tout ça se fait dans la conformité fiscale. Vous n'avez pas de souci à avoir de ce point de vue-là. Maintenant, ce qui est intéressant surtout dans ces données-là, c'est que vous avez également un journal de facturation en plus de votre journal de transaction. Donc, toutes les factures que vous avez faites sont ici, elles sont générées, vous les avez, vous avez un double. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir transmettre à votre expert comptable un journal de facturation qui sera fait automatiquement à partir des données. C'est-à-dire que ODK, en plus de générer la facture et d'enregistrer toutes les transactions, va intégrer également votre plan comptable au niveau de votre station et qui sera paramétré par votre expert comptable. Ce n'est pas vous qui devrez le renseigner. Et votre expert comptable aura la possibilité d'intégrer le plan comptable et si vous l'autorisez, il aura un accès à ODK. À partir de là, votre expert comptable ici pourra récupérer toutes les écritures comptables de votre station et il va les récupérer au format FEC, donc un format standard légal au niveau de la fiscalité. Il pourra également le transférer dans un certain nombre d'outils de comptabilité, puisque nous, on intègre également un certain nombre d'outils de comptabilité. On est interconnecté avec Income, avec Pennyline. Pennyline, vous avez dû en entendre parler, ils font beaucoup de publicité à la radio en ce moment, mais il y en a tout un tas d'autres qui sont déjà interconnectés. Donc, toutes les données comptables seront transférées également à votre expert comptable et directement générées dans un journal qui est conforme, qui est au format attendu par les plateformes de comptabilité. Donc voilà pour ce qu'est capable de faire ODK. C'est quand même un outil qui va vous apporter beaucoup de solutions par rapport à cette réforme de la facture électronique et surtout qui va vous retirer cette complication de générer le fichier reporting et la transformation des tickets en facture. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées par rapport au fonctionnement.
Juste, Sylvain, peut-être, parce que certains peuvent être intéressés par cette dimension, il y a aussi pour ceux qui n'auraient pas de système de fidélité ou qui voudraient faire des promotions, surtout pousser des notifications, tu peux montrer rapidement qu'il est possible d'utiliser le ticket comme un outil de Oui, communication. oui, alors déjà, oui, effectivement. Alors, cet outil qui est enfin, ce ticket qui est un ticket dématérialisé, là je suis dans la facture, je suis pas dans le ticket, je retourne sur le ticket. Ce fameux ticket qui est un outil qui permet de générer la facture, c'est aussi un ticket dématérialisé qui est un outil de communication. C'est-à-dire que un système de caisse avec son imprimante n'est capable d'imprimer qu'un ticket noir et blanc. Alors vous pouvez mettre de la communication dessus, mais c'est pas très attrayant. C'est uniquement unicolore, hein, il n'y a que le noir en écriture. L'avantage de ce système-là, c'est que ici, vous pouvez rendre votre ticket assez vivant. Il y a un certain nombre de choses. Vous pouvez mettre un bandeau publicitaire en haut, c'est tout à fait possible. Vous pouvez intégrer des données Internet où vous pouvez mettre votre site Internet, votre Facebook, votre Instagram. Vous pouvez demander un avis Google. Enfin, vraiment, c'est un outil de communication qui va être vivant. Vous pouvez aussi, si vous avez un système de carte de fidélité pour l'épicerie ou pour le petit déjeuner, enfin peu importe, vous pouvez demander la carte de fidélité avec une inscription. Ça peut être intégré dans le ticket. On peut même mettre des images, des vidéos. Enfin, c'est vraiment un support de communication. Et en plus de ça, dans ODK, vous pouvez intégrer une dimension fidélité. La fidélité, elle va être ici et elle va vous permettre, elle est là, la fidélité, excusez-moi, elle est là. Cette fidélité, au niveau configuration, bah, ça va être quelque chose d'assez simple où vous allez pouvoir créer, donner des points aux clients par rapport à des passages en station ou bien une valorisation de points par rapport à une valeur dépensée. Donc, vous pouvez dire par exemple 1 euro égale 1 point et vous pouvez dire bah, tous les 100 points, je vais donner un cadeau au client. Donc, automatiquement, ça sera géré dans son système. Et ici, vous pouvez créer des bons fidélités, soit des bons d'achat valorisés, soit des bons fidélités. Vous pouvez les créer directement. Vous faites ce que vous voulez au niveau de la fidélité. Donc c'est un bon, vous le remplissez, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre une image, il y a un certain nombre de choses. Et le client, lui, va les collecter au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'une carte de fidélité. Au fur et à mesure qu'il va lire ses QR codes, il va être identifié et automatiquement, ça va enregistrer sa fidélité et lui générer ses bons fidélités. Vous voyez, là, j'ai des bons fidélités que je peux utiliser en caisse. C'est un QR code qui est à lire en caisse et automatiquement, ça va griller le bon. Donc, c'est quelque chose d'assez simple à utiliser et ça permet d'attirer le client, de faire quelque chose et surtout bah, d'enregistrer ses coordonnées et de faire de la communication de votre côté, puisque une fois que les clients sont enregistrés ici en fidélité, vous avez la possibilité de faire des campagnes publicitaires, ce qu'on appelle des campagnes push. Ici, une campagne push, vous en avez plusieurs qui sont déjà créées, mais ces campagnes push, ça va permettre, on va voir la création d'une campagne push. Hein, donc, le client va le recevoir sur son smartphone en notification. Vous pouvez mettre une image, un titre, un message et un lien Internet qui va envoyer le client vers une publicité, enfin quelque chose qui va lui permettre de, de, de l'attirer. Donc, vous pouvez faire une semaine de promotion sur les petits déjeuners ou sur, je sais pas, sur n'importe quoi. Hein, c'est à vous de le faire vivre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir cibler les clients à qui vous allez envoyer cette campagne. Et vous pouvez envoyer cette campagne aux clients qui sont enregistrés en fidélité chez vous et qui ne sont pas venus depuis 6 mois, par exemple, ou dont c'est le mois anniversaire, donc c'est un cadeau, vous faites une promotion par rapport à la période d'anniversaire. Mais il y a tout un tas de solutions qui permettent de faire vivre un peu votre commerce et d'attirer les clients, d'essayer d'optimiser votre chiffre d'affaires. Sachant que derrière, on gère la dimension fiscale que je vous ai brièvement exposée avec cette affaire de bon, parce qu'il faut la gérer derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Oui, alors, personnellement, si tout ce qui est intendance, si elle peut nous renvoyer les questions, parce qu'il y a oui, mais on ne voit pas les questions. Donc, pour corriger
pour corriger une erreur d'encaissement du compte client aussi, je suis désolé, mais les questions ne sont pas affichées dans l'autre onglet pour nous, tant qu'on est en présentateur. Donc, pour corriger une erreur d'encaissement du compte client, l'erreur d'encaissement du compte client, elle aura un impact sur ce qu'on appelle le reporting de paiement. Et oui, vous avez vu le mécanisme de correction négative ou positive, donc il faudra le gérer aussi, effectivement. Il faudra corriger ça a posteriori, si ça n'a pas été traité, dans le fichier de reporting d'encaissement précédent. Voilà. Le reporting de paiement, je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, oui, j'ai mal formulé la question, pardon. Comment fait-on pour corriger une erreur d'encaissement? Oui, on corrige une erreur d'encaissement avec la mécanique que je vous évoquais. Oui, vous pourrez le faire. Alors simplement pour gérer, ça c'est un autre aspect, la partie reporting de paiement, il faudra brancher votre partie compte bancaire, mais c'est une autre conversation. Par rapport à l'erreur, excuse-moi Marc, je te coupe. Par rapport à l'erreur, soit l'erreur, elle est en cours de journée, vous le modifiez sur la caisse. Hein, vous pouvez très bien faire un retour de marchandise, une annulation, enfin n'importe quoi sur la caisse. Et ça sera enregistré et il n'y a pas de problème. Du coup, votre e-reporting tiendra compte de cette partie-là. ODK tiendra compte de cette partie-là. Maintenant, si c'est une erreur que vous voyez alors que le délai est passé, vous pouvez toujours le corriger sur ODK. C'est-à-dire que ici, quand vous êtes dans fiscalité, vous avez l'ensemble de vos données. Même si les données sont bonnes, ici j'ai mes données qui sont bonnes, j'ai quand même la possibilité d'accéder à la correction et je peux faire une correction manuelle. C'est pas rien n'interdit de corriger les données qui ont été renvoyées sur la caisse si vous considérez qu'elles sont fausses. Par contre, Faudra juste le justifier quelque part. Il faut que ça soit justifié. Vous ne pouvez pas dire bah, je retire ça, j'ajoute ça. Il faut que tout soit justifié. Mais par contre, la correction manuelle est quelque chose qui est possible, c'est autorisé. on en garde la trace simplement, nous, On en garde la trace. et les justifications que vous ajoutez derrière. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, si c'est une correction qui a lieu après la période, c'est-à-dire après le délai de 10 jours d'envoi du e-reporting, eh bien, on peut envoyer un e-reporting rectificatif qui corrigera du coup le e-reporting initial qui a été envoyé. Ça, dans un délai d'un mois, puisque passé un mois, de toute façon, c'est la CA3, le fameux fichier dont parlait Marc tout à l'heure, de déclaration de TVA, qui généralement est fait par votre comptable, qui permettra de corriger les données. Il y a une question qui est que tous mes clients vont me demander des professionnels des factures? Alors, la réponse est la suivante, c'est que de toute façon, ils ont une obligation, c'est d'échanger, et vous avez une obligation, c'est d'échanger par facture électronique dès qu'on est entre professionnels, c'est la fameuse amende des 50 euros. Alors, cette obligation, elle pèse sur vous, commerçant d'abord, en émission. Donc, à la limite, si ils ne vous le demandent pas, là, on ne peut pas, théoriquement, aller chercher votre responsabilité. Cette demande, comme l'a montré Sylvain, elle peut se faire a posteriori et c'est tout l'intérêt du système que de la gérer a posteriori. Le deuxième point, c'est que pour étayer leur déduction de TVA, ils ont besoin d'une facture. Électronique ou pas, ils ont besoin d'une facture. Il y a une tolérance. Il y a une tolérance qui est que s'il s'agit d'une vente de restauration inférieure à 150 euros, on peut se contenter d'un ticket de caisse avec noté au dos le nom de l'entreprise, le nom des invités, le motif de déplacement ou de restauration, si je puis dire. S'il y a une autre tolérance, entre parenthèses, c'est pour les péages, c'est-à-dire que si vous passez au péage, vous n'avez pas de carte d'abonné, vous pouvez vous contenter d'inscrire au dos le numéro d'immatriculation de la voiture en plus de toutes les informations que je viens d'évoquer. Pourquoi je me déplace, quelle est l'entreprise, qui sont les personnes qui se déplacent. Ce qui est assez fastidieux. Donc, il y a un vrai intérêt à automatiser tout ça. De plus en plus, ça va monter en puissance. Et puis derrière, ça permet d'automatiser la préparation de la TVA déductible du côté du client acheteur. Donc, vous fidélisez vos clients parce que, en fait, on leur facilite la vie sur cet aspect-là. Donc, les professionnels auront tendance à repasser chez vous si, effectivement, leur vie est simplifiée au point de vue fiscal. Simplement, ça va monter en puissance en 26 et en 27. Il faut que tout ça se mette en place. Mais à vous de démontrer vis-à-vis de la DGFiP que vous êtes capable de le faire. Vous voyez, on est toujours dans le grisé avec l'administration fiscale. C'est jamais blanc ou noir, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au bout du bout,
il va falloir vous justifier et il va falloir faire, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, non, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, merci de votre attention. Et si je peux juste avoir la main pour projeter quelque chose un instant, s'il vous plaît. Alors, voilà. J'espère que vous revoyez mon écran, c'est bon. Donc, je voulais simplement vous dire que il faut aller à la source, si vous voulez aller plus loin. Vous avez quand même toute une série d'informations relativement bien faites du côté de l'administration fiscale, qui sont des informations à usage généraliste. La fameuse norme donc technique qui va être d'application obligatoire. On attend les décrets, arrêtés ministériels est accessible gratuitement sur la boutique AFNOR. Alors c'est un pinceau, hein, il faut la lire pour ceux qui en ont le courage. Mais comme elle est d'application obligatoire, c'est pour ça qu'il faut des solutions qui soient complètement carrées et qui prennent en compte toutes ces règles-là. Voilà. Et donc, sur le portail des GFIP, vous avez toute une série de fiches pédagogiques que vous pouvez consulter, n'hésitez pas. Je vous invite à participer à notre webinaire sur l'autre partie du reporting, qui est la partie reporting de paiement, qu'on a esquissé, on a effleuré aujourd'hui, et international aussi. N'hésitez pas à vous inscrire de toute façon sur notre site et le lien sera envoyé en même temps que le lien sur le replay pour vous inscrire ou juste après. Et moi, j'ai une question pour Vincent. Comment on fait maintenant pour les clients qui veulent passer au reporting et se mettre en conformité, Vincent? Alors pour les grandes entreprises, ils contactent directement, bien sûr, leur correspondant commercial chez TSG. Et pour les petites entreprises, donc qui sont concernées normalement qu'en 2027, ils vont bien sûr avoir de la communication. C'est déjà commencé chez nous sur le site internet, sur différents posts LinkedIn. Et leurs chargés d'affaires locaux vont les démarcher de toute façon d'ici la fin de l'année. Voilà, pour leur proposer les solutions que nous avons présentées. Voilà, écoutez, merci. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Retenez que derrière la complexité à elle, avec Tokem, on vous amène une solution qui règle tout ce point et qui vous automatise entièrement le travail de reporting et de transformation en facture. Je vous souhaite un bon déjeuner, un bon après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. D'accord.